Bienvenue à tous. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve. Alors avec Alessandro pour le webinaire FG Learning du mois, qui est sur la thématique Booster la stabilité dynamique ou comment réussir un changement stable, dynamique et durable. Avant de se lancer, pour ceux qui nous découvrent, FG Learning, c'est quoi? C'est qui? C'est un organisme de développement des compétences qui existe depuis 12 ans, qui crée notamment des dispositifs qui ont du conseil, de l'audit, formation, coaching, qui est adapté aux problématiques de nos clients sur des domaines stratégiques qui sont assez larges, qui vont des soft skills, négociations, change management, et c'est notamment le sujet du jour. Et donc, notre mission, c'est vraiment de créer des solutions aussi formation engageantes, créatives et qui sont adaptées à la stratégie et à la culture d'entreprise. On s'est fait le pari il y a un peu plus d'1 an de vous partager des formats courts, comme les formats de webinaire tous les mois, pour vous permettre de vous aérer, de vous partager nos sujets d'actualité, les formations, les sujets qu'on accompagne. Et aujourd'hui, il nous paraissait quand même important de parler de la logique stabilité dynamique qui a été créée et qui est accompagnée par notre expert en change management, Alessandro. Et donc, pour recontextualiser un petit peu pourquoi on est parti sur ce sujet-là, sur ce webinaire, c'est aujourd'hui, c'est un fait, on en parle depuis maintenant, ça va faire des décennies. On vit vraiment dans un monde en évolution accélérée, continue, et la particularité, c'est que les transformations et les changements, ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus amples. Et donc, il y a une multitude de questions qui se posent, qui ressurgissent. C'est comment on peut faire face justement à ces changements, ces transformations, comment on peut s'adapter à eux, euh, plus que de les subir, et notamment pour en faire des occasions d'évolution individuelle et collective. Et là intervient la fameuse logique de stabilité dynamique. Tu en diras peut-être un petit peu plus, Alessandro. Bien sûr. Voilà. Et avant toute chose, avant de commencer, c'est aujourd'hui l'idée de vous livrer épisode un peu par épisode ce qu'on avait fait au préalable pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de découvrir cette série de podcasts. On avait fait une série de 6 podcasts depuis octobre où Alessandro vous livre épisode par épisode les différentes étapes pour accompagner cette logique. Et là, aujourd'hui, le temps de ce webinaire, c'est l'occasion d'échanger avec vous, d'interagir et notamment d'appréhender les outils de compréhension et de mieux libérer, disons, cette logique et cette stabilité et ce dynamisme dans vos organisations. Alessandro, avant de commencer, tu es formateur, coach expert en change management. Je sais que tu as plus d'une corde à ton arc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour que les participants découvrent ton univers? Oui, bien sûr. Donc, merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être dans cette soirée dédiée à la conduite de transformation qui soit durable dans une logique de stabilité dynamique. Donc, mon parcours, il est très simple. Il est très simple, pas forcément, mais il y a une logique. J'ai fait des études d'ingénieur architecte. Mes études ont continué avec des études de sciences politiques, ensuite un MBA à l'école des ponts et chaussées et un doctorat dans une école américaine. J'ai aussi fait un master en hypnose et depuis 1997, j'ai une activité qui est à la fois d'accompagnement des organisations en tant que consultant, formateur, coach. Je suis intervenu dans tout type d'organisation, dans tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise, de très grandes à des PME, dans une quarantaine de pays dans le monde. En même temps, j'ai dirigé des masters spécialisés dans des écoles de commerce, dont l'ESSEC et Dijon. Et voilà, donc tout ce qui m'a toujours intéressé, c'était comment fonctionnaient les organisations et les équipes pour faire face à des projets qui doivent leur permettre de s'adapter à un monde en évolution de plus en plus accéléré. Et donc, pour cela faire, je me suis formé
entre autres, au-delà de l'hypnose, que c'est intéressant, mais à plein d'autres approches de la systémie. C'est justement dans la systémie que j'ai trouvé la notion de la stabilité dynamique, qui est quelque chose qui a, pour moi, été vraiment un point de prise de conscience que tout ce qui se passe dans une organisation, exactement comme dans le monde, a besoin de cette logique de stabilité dynamique pour pouvoir être non seulement durable dans le temps, mais aussi permettre une adaptation la plus fine possible à des évolutions dans l'environnement. Voilà, donc ça fait donc environ 25 ans que j'accompagne des organisations en structurant des programmes de transformation, que ce soit-elles des transformations stratégiques, organisationnelles, managériales, et en même temps des transformations qui peuvent aussi intéresser les individus dans leurs compétences et dans leur parcours de carrière et de développement des talents. Est-ce que Elodie… Là, justement, l'idée, c'est que d'entrer peut-être bien de dissocier. Souvent, on fait la confusion entre changement et transformation avant vraiment de rentrer dans les étapes, la logique de stabilité dynamique. C'est vrai, comme tu le disais, accompagner la transformation d'une organisation, ça nécessite de la stabiliser pour ensuite la dynamiser. Mais avant toute chose, c'est de peut-être bien faire cette dissociation changement-transformation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment une des choses sur lesquelles j'ai pris conscience qu'il est important de faire cette différence parce que changement et transformation, ce n'est pas du tout la même chose. Et on peut utiliser des techniques similaires, mais on doit bien prendre conscience que dans un changement, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un système quand l'environnement dans lequel le système il vit, il ne subit pas de rupture paradigmatique. La rupture paradigmatique, c'est des changements profonds du mode de fonctionnement global de l'environnement. Donc, le système, si l'environnement reste stable et qu'il n'a pas cette disruption dont on parle beaucoup aujourd'hui, il s'adapte en utilisant des logiques de changement qui sont, si on veut, des logiques d'amélioration continue. Le système reste le même dans son essence et dans son mode de fonctionnement et dans l'interaction avec l'environnement, mais il s'améliore, il s'adapte, il trouve des stratégies pour pouvoir répondre de façon plus efficace à ce qui se passe dans un environnement qui est plus ou moins stable. Donc, disons que dans les situations de changement, on peut encore envisager que l'avenir, le long terme, c'est quelque chose que l'on peut imaginer et qu'on peut utiliser des logiques statistiques ou regarder ce qui s'est passé dans le passé et prévoir un peu l'avenir parce qu'on fait face à l'incertain. Et l'incertain, on peut l'anticiper, on peut faire des prévisions, on peut faire des projections. Quand on est dans une logique de transformation, par contre, la logique de la transformation, c'est ce que doit réaliser le système qui vit dans un environnement qui est en disruption. La caractéristique d'un environnement en disruption, c'est que le paradigme de référence, il se modifie profondément. Le paradigme de référence, c'est globalement les règles de fonctionnement de l'environnement qui sont complètement modifiées par des ruptures qui peuvent être des ruptures technologiques, des ruptures sociétales, des ruptures économiques, des ruptures sanitaires comme nous sommes en train de le vivre, de ruptures politiques. Et la caractéristique d'une rupture, c'est que ce qui marchait dans le système d'avant, donc dans l'environnement d'avant, il ne fonctionne plus de la même façon dans l'environnement après la rupture. Et ça, c'est souvent dans le cas, par exemple, de changement de cycle économique, dans l'introduction de technologies qui changent complètement l'environnement dans son ensemble. On peut prendre l'exemple évidemment de la digitalisation, c'est un exemple d'événement disrupteur, mais le Covid, c'est un autre exemple d'événement disrupteur qui a modifié profondément le fonctionnement de l'environnement. Et dans ce cas, le système doit se transformer. Transformer, ça veut dire qu'il doit modifier ses modes de fonctionnement et ses interactions avec l'environnement d'une façon qui est complètement nouvelle, premièrement. Dans le deuxième chose, c'est que
finalement, il fait davantage face à de l'inconnu plutôt qu'à de l'incertain. Et donc, on voit bien la différence entre l'inconnu et l'incertain. L'inconnu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés au fait de qu'est-ce qui se passera en 2023, en 2024, en 2025. C'est très inconnu par rapport à quelque chose qu'on pouvait, même en 2000, il y a 20 ans, on pouvait dire, quand on était en 2001, on pouvait plus ou moins se dire, bon, en 2002, 2003, ce sera plus ou moins la même chose, sauf événements exceptionnels, qui d'ailleurs en 2001, ils ont eu lieu. Et donc, en fait, le système, il fait face à un inconnu. Et cet inconnu, évidemment, il est porteur de beaucoup de conséquences, notamment la conséquence la plus importante, c'est le stress. Le stress face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la deuxième chose qui se passe souvent dans les systèmes en transformation, on peut l'observer aujourd'hui, c'est que les systèmes en transformation font face à des environnements qui ont des évolutions qui accélèrent. Aujourd'hui, on peut voir très bien que les modifications de l'environnement, si on regarde dans les 15 dernières années, elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus superposées. Et donc, il y a en même temps des ruptures technologiques, des ruptures sociétales, des ruptures politiques, économiques, sanitaires, qui viennent se télescoper et qui font que le long terme, il se rapproche de nous. Et dans une situation comme ça, évidemment, le système, il doit trouver d'autres façons de fonctionner parce que les façons de fonctionner qui lui permettaient d'être adaptable à un environnement stable sont plus valables parce que l'environnement devient hautement instable. Pour faire un exemple de transformation, c'est ce qui se passe quand une chenille qui est dans son cocon devient papillon. Si la chenille fait un changement, il ne deviendra qu'une plus grosse chenille. Et une plus grosse chenille, à la fin de l'été, soit elle a été mangée par les insectes, soit elle est morte par la surchauffe du soleil. Et donc, elle doit inévitablement avoir une transformation. Mais quand elle a une transformation pour devenir un papillon, doit sortir de ce que c'est son habitude de cocon, sortir d'une zone de confort à laquelle elle était habituée, et doit faire face à un inconnu qu'elle ne connaît pas. Et les organisations d'aujourd'hui, on l'a vu très bien avec le Covid, ont eu besoin de faire ce type de transformation. La plus simple que l'on peut regarder, c'est le télétravail, le fait d'être à distance, le fait d'être dans une distanciation physique qui était inusuelle et auquel on a dû s'habituer. Et toutes ces transformations se sont faites sur la base de processus qui souvent ne pouvaient même pas être imaginés. Et donc, ce qui me trouve que qu'il y a d'intéressant dans la logique de la stabilité dynamique, c'est qu'elle ne permet pas de prévoir quel est l'inconnu, mais permet de créer les conditions de succès pour que la transformation se fasse de façon la plus sereine possible, la plus adaptée possible et qu'elle soit suffisamment durable pour conduire ensuite à une chose fondamentale qui est la capacité de produire de l'innovation continue. Et l'innovation continue, c'est ce qu'aujourd'hui permet aux organisations de s'adapter à un environnement changeant de façon accélérée. Et donc, pour rebasculer sur, enfin, toujours la stabilité dynamique, ça demande de suivre quand même, différentes étapes, Oui, pour l'accompagner. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être pour étape par étape? Parce que j'imagine, enfin, bien la sûr. question se pose, c'est que certains découvrent cette, logique-là, ou d'autres ont eu l'occasion de, je sais pas, d'écouter la série de podcasts qui a été transmise ces dernières semaines. Bien sûr. Alors, déjà, un exemple de stabilité dynamique, c'est qu'on fait à chaque fois qu'on fait du vélo. En fait, si le vélo, il a les roues voilées et le guidon tordu, on peut avoir toute la puissance et tout le dynamisme qu'on veut, mais ce sera difficile de suivre une trajectoire en sécurité et de façon efficace, performante. Donc, et par contre, de l'autre côté, si le vélo est parfait, mais il n'y a pas de dynamisme, rester immobile sur un vélo, à part quelques acrobates chinois, c'est un peu compliqué. Et pour une organisation, c'est exactement la même chose. Mais dans la systémie, il y a un principe fondamental qui est un principe de cybernétique qui dit la chose suivante. À chaque fois que je veux introduire des évolutions dans un système,
je dois d'abord m'assurer que le système soit en condition de stabilité et ensuite je peux introduire le dynamisme. C'est-à-dire qu'avant de partir à vélo, je dois d'abord m'assurer que le vélo est en bonne condition pour ensuite appliquer ma force musculaire pour rester en équilibre tout en pédalant. Et ça, c'est vraiment une question extrêmement importante parce que quand les systèmes ils ne sont pas en situation de stabilité dynamique, ils sont dans une condition qui s'appelle une condition de quasi-chaos. Et les conditions de quasi-chaos, c'est des conditions, c'est comme être sur c'est comme marcher sur une corde raide. Elles sont très instables et d'un côté, quand il y a une accélération ou quand il y a des transformations, modifications profondes de l'environnement, elles peuvent basculer soit vers le collapse, soit vers l'explosion. Donc, tous les systèmes chaotiques ou quasi chaotiques, à terme, soit ils explosent, soit ils collapsent. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour une organisation prendre conscience que face à des environnements de plus en plus instables, en modification et évolution continue, le fait de créer les conditions de la stabilité, c'est un préalable nécessaire pour être suffisamment dynamique et s'adapter à l'évolution de l'environnement et pour être durable. Et de ce point de vue-là, il est très important, de stabilité dynamique peut paraître un paradoxe, mais stabilité, ce n'est pas synonyme d'immobilisme et dynamisme, ce n'est pas synonyme d'agitation. La stabilité dynamique, ce n'est pas quelque chose dans lequel nous sommes immobiles ou nous agitons, c'est quelque chose dans lequel nous créons les conditions de succès pour qu'une évolution des modes de fonctionnement s'efface de la façon qui demande le moins d'énergie, qui produit le plus d'efficacité et qui soit le plus durable possible sur le long terme, quelle qu'elle soit l'évolution de l'environnement. De ce point de vue-là, bon, évidemment, s'il y a des questions sur ça, c'est un webinaire interactif, donc je serais ravi de préciser si je n'ai pas été clair dans mes propos ou si vous avez des curiosités ou de questions à poser ou des exemples à amener. Et je laisse éventuellement Elodie, si je ne sais pas si tu as des questions qui remontent par message. Pour le moment, pas pour l'instant, mais voilà, n'hésitez pas, c'est ce que tu soulignais. L'idée, c'est vraiment un webinaire interactif, notamment sur cette logique de stabilité dynamique. Après, peut-être de rentrer en détail pour que vous puissiez comprendre le fait qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, en effet, en réunissant les conditions pour stabiliser l'organisation et ensuite pouvoir accompagner le dynamisme de cette organisation. Et ça, on le voit sur la frise où 4 éléments ressortent. Est-ce que tu peux peut-être commencer par la partie Oui, vraiment les niveaux stabiliser, comment stabiliser une organisation? tout à fait. Donc, en fait, tout le travail de doctorat que je fais, et c'est un travail de doctorat qui n'est pas un doctorat théorique, c'est-à-dire j'ai une idée et après je la présente et je vois si ça marche, mais c'est un doctorat de modélisation, c'est-à-dire c'est un doctorat que j'ai fait après une dizaine d'années d'activité dans les entreprises. J'ai moi-même été manager et dirigeant d'entreprise et donc j'ai pu voir que je pouvais appliquer ce type de logique. Les deux premières étapes, c'est les étapes de stabilisation. Donc, la première étape, le premier élément de stabilité, c'est le fait de bien réussir à identifier de façon claire, explicite et mettre en communion avec l'ensemble de l'organisation quel est l'enjeu de la transformation. Évidemment, les mêmes choses, vous pouvez les appliquer dans le changement, mais une transformation, c'est beaucoup plus difficile qu'un changement. Donc, si ça vaut pour la transformation, ça vaut d'autant plus pour un changement dans sa mise en œuvre. Donc, le premier élément à mettre en place pour conduire, pour créer les conditions de la stabilité dans une organisation, c'est le fait que l'enjeu de la transformation soit un enjeu qui soit commun, qui soit clair, qui soit explicite et qui soit justement commun, c'est-à-dire que tout le monde prend conscience de qu'est-ce que c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est simple, c'est le point de référence, c'est l'objectif ultime, c'est ce qui doit être à tout prix préservé
dans la transformation. Ensuite, on peut avoir des objectifs prioritaires, mais les objectifs, c'est plutôt les étapes qui nous permettent d'arriver à la préservation de cet enjeu. Et pourquoi c'est si important que ça? Parce que tout simplement, le fait d'avoir un enjeu qui soit clair, explicite et partagé permet aux gens de trouver du sens dans les efforts qu'ils doivent faire pour conduire une transformation qui sera une transformation à la fois probablement stratégique, organisationnelle, managériale, mais aussi une transformation personnelle. Parce qu'il est très difficile d'envisager qu'une organisation se transforme s'il n'y a pas une transformation des individus en même temps. Parce qu'évidemment, les individus sont ceux qui portent l'organisation. Donc, le premier élément de stabilité, c'est le travail sur l'enjeu commun. Or, ce qui se passe souvent dans les entreprises que j'accompagne, c'est que quand j'interviens pour la première fois, je pose une question très simple. Souvent, c'est des comités de direction qui doivent réfléchir sur comment faire face à ces évolutions de l'environnement et mettre en place des transformations. Je pose la question à souvent des équipes de 7, 8, 10 personnes, d'écrire sur le post-it, sur un post-it, quel est l'enjeu de la transformation. En quoi cette transformation est fondamentale pour la vie de l'organisation et qu'est-ce qui fait qu'ils mettent des ressources pour faire cette transformation. Et ce qui souvent se passe, c'est que sur 7, 8, 10 personnes, c'est extrêmement rare, je crois que ça m'est arrivé seulement une ou deux fois en 20 ans, d'avoir 10 personnes qui sont capables de dire le même enjeu de façon extrêmement en cohésion. C'est-à-dire chacun voit la chose de son point de vue, de son métier, de son organisation, de sa direction. Mais quelle est la conséquence si l'enjeu commun n'est pas vraiment transmis et pris en compte de façon commune et claire, dans le sens qu'il n'y a pas de différence notable? C'est évidemment que les gens qui, d'après, doivent mettre en place les transformations, elles sont déconcertées parce qu'il y en a un qui tire d'un côté, un qui tire de l'autre. Or, un enjeu commun, ça ne veut pas dire la pensée unique. L'enjeu commun, c'est on sait très bien où est-ce qu'on veut arriver. Tout le monde a en tête ce point de mire, mais après, chacun s'adapte pour faire en sorte que son organisation, sa direction, ses équipes, elles apportent la bonne contribution. Et c'est pour cela que souvent, je fais l'exemple d'un bateau qui doit remonter le vent pour arriver dans un endroit. Eh bien, le bateau, pour remonter le vent, il fait des zigzags. On dit qu'il tire des bords. Paradoxalement, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'alignement, mais en réalité, tirer des bords, c'est la seule tactique possible pour remonter le vent. Mais l'enjeu est bien clair, on garde toujours le même cap. Et quand on vire de bord, c'est justement pour s'y rapprocher en ayant clair ce point. Donc, premier élément de stabilité, l'enjeu commun. Et dans nos programmes, dans les programmes que je mets en place, et avec First Group, on en a fait de programmes de transformation. L'idée, c'est de faire travailler de façon claire, notamment les équipes dirigeantes, qui sont celles qui conduisent la stratégie de l'entreprise, sur la clarification de l'enjeu. Parce que souvent, c'est quelque chose sur lequel on doit prendre du temps. Ce n'est pas si clair que ça. On doit prendre en compte des signaux faibles qu'on n'a pas forcément tout le temps la capacité ou le temps de regarder, d'apprécier au bon niveau. Donc, c'est un travail d'atelier qui permettent de vraiment réfléchir sur l'enjeu commun. Mais le fait d'avoir mis en place l'enjeu commun, ce n'est pas suffisant. La deuxième chose qui est importante, le deuxième élément de stabilité, c'est la mise en place de règles du jeu. Les règles du jeu sont le cadre de référence. On peut les appeler des process, on peut les appeler des golden rules, on peut les appeler des invariants dans la stratégie de l'organisation. Les règles du jeu, c'est les modes opératoires qui permettent aux gens à l'intérieur d'une organisation de fonctionner ensemble en cohésion et en coopération. Et notamment dans les organisations qui deviennent de plus en plus complexes, elles peuvent devenir de plus en plus complexes à cause de la tendance à créer des structurations matricielles ou aujourd'hui avec toutes les différentes formes d'organisation dans lesquelles il y a des startups qui sont dans une galaxie d'une entreprise avec des alliances. Nous connaissons tous bien toutes ces choses-là. Et parfois, les règles du jeu ne sont pas claires.
Et si les règles du jeu, elles ne sont pas claires, ben, l'environnement devient un environnement qui est encore plus difficile à prendre en compte, à savoir comment se comporter, à savoir quelles sont les règles d'engagement. Dans ça, je crois que les militaires, ils ont bien compris ça. J'ai beaucoup travaillé avec les militaires dans des actions de formation. Les militaires, ils ont bien pris en compte que la clarté des règles d'engagement et la clarté de l'enjeu sont les conditions de base pour la sécurité de l'action qu'ils doivent mener sur le terrain. Si ces deux éléments sont pris en compte, ça ne veut pas dire que l'action sera un succès, mais ça veut dire qu'il y aura moins de consommation de ressources, moins de risques et plus de capacité d'être agile et de faire face aux imprévus qui sont présents dans toute action stratégique. Donc, ce deuxième élément de stabilité, la mise en place de règles du jeu, c'est aussi quelque chose qui permet d'éliminer les règles du jeu, c'est-à-dire de clarifier que dans une transformation, plus il y a d'égos, moins il y aura de réussite. Parce que la tendance des égos individuels, c'est la tendance à tirer chacun dans son sens. Et donc, le fait de créer des moments dans lesquels les gens se mettent d'accord sur les règles d'engagement internes et externes et sur leur mode de fonctionnement, de façon à mettre de côté les égos et à se poser la question comment chacun peut contribuer à la poursuite de l'enjeu commun, c'est vraiment une dimension extrêmement importante pour la réussite. Et donc, le fait de faire, et donc pour travailler sur les règles du jeu, là aussi, il y a des moments de travail collectif, aussi de travail individuel, bien sûr, parce que chacun, après, il doit les digérer et doit les retranscrire à son niveau dans l'organisation. Et donc, ces deux premiers éléments permettent de créer les conditions de la stabilité de l'organisation. Une fois que l'organisation est stabilisée, on peut passer aux deux éléments de dynamisme, à moins que vous ayez des questions particulières sur ces deux premiers éléments de stabilité. OK. Bon, alors je peux avancer. Donc, qu'est-ce qu'il donne le dynamisme? Ben, en fait, le dynamisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour poursuivre une trajectoire stratégique, chacun doit faire deux choses fondamentales. Initier des actions dans le cadre de ses compétences et dans le cadre de son champ d'expertise et de son champ de responsabilité, initier des actions pour contribuer à la poursuite de l'enjeu commun. Et en même temps, chacun doit réguler les actions des autres parce que puisque nous sommes de toute façon dans un système qui a une logique d'interdépendance, chaque action de l'un a un impact sur le reste du système. Je fais un exemple. Imaginons que la transformation demande une forte innovation dans les produits et dans les services, donc dans les solutions que nous offrons à nos clients. Et donc, nous avons des cellules qui sont des cellules marketing, des cellules R&D, des cellules produits qui commencent à travailler sur l'innovation. Bon, on sait tous que l'innovation a des coûts, demande des investissements, a des répercussions sur les modes de production, sur les modes de commercialisation, sur toute la chaîne logistique et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire initier et réguler? Initier et réguler, ça veut dire que ceux qui sont responsables de l'innovation, qui doivent apporter de l'innovation, leur responsabilité, c'est d'initier l'innovation, donc de proposer des projets, de proposer des prototypes, de proposer des idées nouvelles. Mais toutes ces idées, elles foisonnent et l'entreprise, elle ne peut pas mettre à disposition de fonds pour toutes les idées. Donc, il y a quelqu'un qui régule. Notamment, souvent, c'est, je sais pas, les directeurs financiers qui disent attention, il faut voir quel est le retour sur investissement. On n'a pas forcément les capacités d'investissement pour faire face à toutes vos propositions d'innovation. Ça peut être la production qui va dire bon, ok, cette innovation parfait, mais nous on n'a pas les structures productives suffisantes ou adaptées pour amener de nouveaux produits. Ça peut être les commerciaux qui doivent faire face à des clients qui ne sont pas forcément des fois encore prêts pour l'innovation, ainsi de suite. Donc, en fait, il y a ceux qui innovent, qui initient, et ceux qui doivent ensuite faire le nécessaire pour que l'innovation puisse se mettre en œuvre, qui doivent réguler. Et donc, par exemple, la finance, elle choisit certains projets plutôt que d'autres.
la production doit se mettre d'accord pour organiser l'évolution de la production de produits dans un laps de temps. La chaîne logistique doit réguler pour faire en sorte que les nouveaux produits puissent arriver sur le marché de façon correcte. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé en travaillant sur le management contextuel par l'autonomie. Le management contextuel par l'autonomie, c'est une évolution, disons, c'est la version 4.0 pour être un peu dans l'air du temps, c'est la version 4.0 du management situationnel. Et je n'ai pas le temps ici pour aller un peu dans les détails, mais l'idée, c'est que dans le management contextuel par l'autonomie, chaque individu prend conscience et a des méthodes pour pouvoir initier certaines actions et réguler les actions de ses collègues dans un contexte qui fait référence aux règles du jeu pour protéger l'enjeu. Et cette approche au management contextuel par l'autonomie, ça veut dire remettre en cause certains modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement, je dirais, ancestraux dans l'être humain. C'est les modes de fonctionnement hiérarchiques, c'est les modes de fonctionnement pour lesquels on est en staff et en line. Donc, ceux qui sont des opérationnels, des fois, ils ont la tendance à croire qu'ils ont un droit de promoter par rapport à ceux qui sont des fonctions qu'on appelle support, mais qui en réalité, c'est des business partners qui apporte une vision transversale de certaines choses. Et donc, cette approche au management contextuel par l'autonomie est travaillée dans des séminaires qui montrent des méthodologies qui sont des modèles que l'on trouve sur le terrain et qui sont efficaces. Et c'est aussi quelque chose dans lequel on fait travailler les gens sur leur capacité de négociation, parce que plus on est dans un système complexe, plus les éléments du système interagissent, plus il y a besoin de savoir négocier de façon créative. Et l'objectif de ce troisième élément de stabilité, c'est de permettre la performance, c'est-à-dire l'utilisation optimale des ressources dans une quête d'efficacité pour protéger l'enjeu. Maintenant, la performance aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Toutes les organisations sont capables d'arriver à des capacités de performance importantes en termes d'efficacité et d'efficience. Aujourd'hui, si on veut vraiment réussir des transformations dans un environnement qui a une évolution continue accélérée, on doit être capable d'arriver au quatrième élément de stabilité qui permet d'apporter de la compétitivité, c'est-à-dire être 2 ou 3 pas avant les autres, 2 ou 3 coups avant les autres, par l'intermédiaire de l'innovation continue. Et pour créer les conditions de l'innovation continue, il faut mettre en place le quatrième élément de stabilité que j'ai appelé un état d'esprit orienté solution. C'est-à-dire que quand nous sommes face à un environnement qui évolue de façon accélérée et continue, et nous devons faire face à des transformations, ce n'est pas très utile de s'apaisanter sur les problèmes, parce que si on s'apaisantit sur les problèmes, on devient des experts en problèmes. Ce qui est fondamental, c'est de pouvoir amener les gens à avoir un état d'esprit sur lequel, quelle qu'il soit la difficulté à laquelle nous faisons face, nous devons nous orienter vers des solutions. Mais pour nous orienter vers les solutions, on doit avoir la possibilité, qui est donnée par le management contextuel, par l'autonomie, d'initier et réguler des actions dans un cadre qui soit un cadre défini et mis en place par tout le monde. Mais ça, c'est possible seulement si les règles du jeu sont des règles du jeu qui sont claires, partagées et mises en œuvre. Mais les règles du jeu, elles peuvent être mises en œuvre seulement si l'enjeu est clair. Si l'enjeu n'est pas clair, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où aller. Et donc, comme vous voyez, la logique, c'est une logique de programme. C'est une logique de processus qui se déroule, qui a, dans le premier et le deuxième élément de stabilité, les fondements de la mise en place des facteurs clés de réussite. Et dans le troisième et quatrième élément de dynamisme, c'est comment créer les conditions de l'agilité de l'organisation. Tout ça, l'objectif final, c'est créer un état d'esprit qui soit un état d'esprit d'innovation continue. Et dans ce sens, ce qui est important, c'est que l'innovation continue, souvent, c'est quelque chose qui a besoin de temps. Parce que, et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, les travaux sur les caractéristiques du fonctionnement neurobiologique des êtres humains et de l'impact de la neurobiologie sur le fonctionnement cognitif de notre cerveau démontrent que si on veut être innovant,
on doit laisser aux gens le temps de pouvoir faire émerger leur talent, faire émerger leur intuition et leur donner le temps d'explorer des pistes. Et pour faire ça, il faut que les gens soient stables, qu'ils sachent où aller, que le stress se réduise. Ça, c'est une chose extrêmement importante dans tous nos ateliers de transformation. On fait travailler beaucoup sur la réduction collective du stress, qui est extrêmement importante, parce que le stress, c'est le plus grand ennemi de la créativité et de la capacité de mettre en œuvre de façon continue et durable les modifications de fonctionnement nécessaires. Je crois que peut-être je peux m'arrêter là pour l'instant et ouvrir les questions s'il y en a. Et ce qui peut même être intéressant, oui, parmi vous, est-ce que vous faites face à ces problématiques-là en interne? Il y a eu des transformations au préalable, vous êtes en cours d'eux, et des problématiques auxquelles vous faites face. Et à côté de ça, je pense aussi même Alessandro, enfin voilà, l'idée, ça pourrait voir comment ça se concrétise, cette logique de stabilité dynamique avec d'autres expériences clients. Est-ce que je vois, il y a chez Bouygues Construction, voilà, vous faites face à ces problématiques-là. Quand je dis problématique, est-ce qu'il a fallu accompagner une transformation? Il y a eu un enjeu qui a été défini sur les plans. Il y a beaucoup d'entreprises, on est tous sur des plans 2025. On est en train, Élodie, on est en train d'écrire notre enjeu commun en ce moment. Ah, D'accord. excellent. Ben, d'ailleurs, nous, First Group, et je suis intervenu chez Bouygues Construction justement sur la négociation créative. Je ne sais pas si, Julien, tu étais dans les… C'est parce que ça a été il y a Non, mais quelques années. j'étais pas encore là, mais oui, je sais qu'on travaille avec vous sur la négociation, absolument. Ouais. Et j'imagine que surtout, bon, ben, il y a eu un passé d'architecte parce que j'ai eu aussi un petit cabinet d'architecture, une petite entreprise de construction. J'imagine que le BIM est quelque chose d'extrêmement disruptif dans votre écosystème et qui vous a obligé à conduire des transformations extrêmement profondes dans vos stratégies, vos organisations, vos modes de management. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le BIM, Alessandro, mais oui, effectivement, l'adoption de la maquette numérique de construction a forcément eu beaucoup d'impact. Je dirais que c'est un petit peu derrière nous pour une première vague et que on, on est assez à maturité là-dessus et qu'il y a une stabilité dynamique sur ce sujet-là, Mhm. puisque maintenant on essaye d'inventer à partir de ce nouveau paradigme en mouvement des nouveaux usages du BIM pour aller plus loin dans son exploitation que simplement un plan digital. Et ça, c'est l'idée de l'innovation continue. Exactement. Donc on est vraiment on est déjà sur ce sujet-là, en tout cas, quatrième élément, mais en revanche, pour ce qui est d'une stratégie générale de l'entreprise, on est en train de redéfinir notre enjeu commun avec notre nouveau président directeur général qui vient d'arriver. Voilà. Mhm. OK. Merci, Julien. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de transformation qui ont lieu ou qui sont à venir ou des problématiques auxquelles vous faites face en interne et des questions surtout sur cette logique de stabilité dynamique? Donc Valérie Lefebvre, Juridica, filiale d'AXA. Nous Bonjour. venons bonjour, nous venons nous avons une nouvelle directrice générale qui est arrivée il y a quelques mois et nous venons de définir l'enjeu commun. Nous sommes en train d'établir les règles du jeu et c'est vrai que nous sommes, voilà, quand j'entends effectivement votre déroulé, effectivement, on commence à préparer justement la phase objectif et plan d'action étape par étape et donc initier, j'ai l'impression que ça ressemble au troisième élément, quoi, initier cette phase-là et
voilà, donc on est un peu dans ce mouvement. Effectivement, l'enjeu plus important, c'était vraiment de définir notre enjeu commun et on a senti que ça avait complètement modifié, notre comité de direction, que ça avait voilà, tout ce que vous avez dit a fait beaucoup écho, voilà, entre ce que chacun souhaite, et comment on arrive à chaque fois à recentrer sur l'enjeu commun pour y arriver, pour que chaque personne soit respectée dans ce qu'elle est, mais en même temps puisse servir l'enjeu commun. Donc ça, c'était une très grosse étape et j'avoue que je suis à l'écoute de ce management contextuel par autonomie. Je suis curieuse peut-être même d'en savoir un peu plus des autres étapes, voilà. Oui, alors, bon, merci Valérie. Et d'ailleurs, avec First Group, on a beaucoup travaillé avec AXA Solutions Collectives, Ouais. notamment à nouveau sur la négociation créative pour amener, il y a 4 ou 5 ans, des approches différentes notamment à un environnement qui est avec la modification des fonctionnements des courtiers, des mutuelles, de toutes les solutions collectives. Donc, c'était assez intéressant. Donc, quoi dire de façon très simple sur le management contextuel par l'autonomie? Je vous le mettrai de la façon la plus essentielle possible. Dans le management situationnel, moi, manager, j'observe le fonctionnement de mon collaborateur selon 2 paramètres qui sont est-ce qu'il sait faire et est-ce qu'il peut faire. S'il sait faire, il peut faire. Quelque part, délégation, responsabilisation, pas de souci. Si il sait faire mais il ne veut pas faire, ben, je dois être plus structurant. Si il veut faire mais il ne sait pas faire, je dois l'accompagner, ainsi de suite. Et dans le management situationnel, quelque part, on a une vision monolithique du collaborateur. On ne va pas rentrer dans le détail de ses tâches. Globalement, on l'observe comme une entité unique. Dans le management contextuel, ce que j'ai développé, c'est 2 choses. La première, quand j'observe le fonctionnement d'un collaborateur, moi, j'ai ma perception, mais le collaborateur peut avoir aussi sa perception. Donc, sur quelque chose sur lequel je le crois engagé, compétent, il se peut que lui puisse avoir la perception que oui, il est engagé, mais il n'est pas compétent. Ou sur quelque chose sur lequel je le vois pas engagé et pas compétent, peut-être lui, il a la perception que non, il fait le nécessaire. Et donc, l'idée, c'est que déjà, le fait de créer un échange entre le manager et le collaborateur sur quelle est la perception de chacun est complètement différent du management situationnel dans lequel, globalement, c'est le manager qui a une vision sur le collaborateur, point à la ligne. Pourquoi ça, c'est important? Parce que ça permet d'appliquer le management contextuel en dehors de la logique exclusivement hiérarchique, mais dans des logiques qui sont des logiques transversales, des logiques de conduite de projet, mais on peut l'appliquer à la gestion des clients, on peut l'appliquer à la gestion des fournisseurs, on peut l'appliquer à la gestion d'équipes complexes. Mais la deuxième chose qui est vachement plus importante à mon sens, c'est que dans le management contextuel, ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, ce n'est pas la caractéristique de la personne. On ne peut pas dire qu'une personne est autonome ou pas, mais c'est le type de relation qui se met en place entre le porteur d'enjeu et la personne qui doit contribuer à porter l'enjeu sur comment ils vont réguler leur relation. Et donc, l'autonomie, c'est la conséquence de la fiabilité du contributeur, qui est l'engagement et la compétence. La fiabilité, c'est l'engagement et la compétence, et de l'enjeu du porteur d'enjeu. Et donc, par exemple, quelqu'un qui est fiable, dans le sens qu'il est compétent et engagé sur une activité avec un enjeu donné, si l'enjeu augmente, il se peut qu'elle sera plus fiable simplement parce que l'enjeu dépasse son niveau de compétence. Et à ce moment-là, je ne peux pas le manager en lui déléguant de la responsabilité parce que moi, je suis le porteur d'enjeu. Et en même temps, la même personne qui est engagée et compétente sur une tâche, sur une activité,
elle peut être pas engagée, pas compétente sur une autre activité. On est des êtres humains, on a tous les choses qui nous plaisent et les choses qui nous déplaisent, les choses qui sont simples pour nous et les choses dans lesquelles on a des difficultés à acquérir des compétences. Donc, vous voyez que en travaillant sur la notion d'autonomie, qui est un concept plus complexe, mais beaucoup plus adapté à la réalité multiple de tout ce que chacun doit faire dans des organisations complexes, ça permet aux gens de prendre conscience que dans le mode de management, il y a plusieurs façons de s'adapter dans le management de la même personne et que si à un certain moment le contexte il change, il est tout à fait normal que je change mon mode de management et que ce n'est pas reprendre de la délégation, arrêter de faire confiance, c'est simplement si l'enjeu augmente, c'est normal que le porteur d'enjeu soit plus regardant de ce qu'il est en train de faire la personne qui doit l'aider à contribuer. Et donc, dans cette logique-là, on résout ce qu'il est le paradoxe de la liberté contrainte. C'est quoi le paradoxe de la liberté contrainte? C'est qu'on demande au manager aujourd'hui de libérer le talent et libérer l'esprit d'initiative des collaborateurs, et en même temps, on leur demande de beaucoup plus de reporting et d'attention à comment les collaborateurs fonctionnent. Donc, c'est un paradoxe qui peut être résolu seulement s'il y a un modèle qui est suffisamment articulé pour pouvoir prendre en compte ces deux dimensions qui sont la dimension de l'enjeu et la dimension du talent individuel. Est-ce que ça répond à votre question? Ça m'intéresse beaucoup. Et bon, évidemment, on pourrait dire plein de choses sur ça parce que c'est ça. Mais je vais pas. Mais bon, je c'est trouve tout que un système qui est structuré parce que l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de manager au mieux pour libérer les talents et permettre aux talents de s'exprimer et en même temps tirer l'organisation vers le haut en créant des logiques de compagnonnage, en créant des logiques de polycompétences pour essaimer dans l'organisation et pour permettre aux gens d'évoluer dans un environnement de plus en plus mouvant, par exemple. Merci. Merci à vous pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux éléments qu'on a pu énoncer ou, moi, j'ai une question aussi, Alessandro, peut-être pour que, là, on est dans cette logique, mais pour qu'on puisse se projeter davantage et qu'on puisse voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Alors, bien évidemment, chaque entreprise, chaque culture d'entreprise est différente, mais peut-être que tu as un exemple à nous donner d'accompagnement, une entreprise que tu as pu accompagner, notamment sur cette logique de stabilité dynamique. Oui, ben, là, actuellement, je suis en train d'accompagner deux entreprises qui sont Francaire, qui est une entreprise industrielle dans le domaine de la ventilation et de l'isolation, qui a récemment acquis son concurrent direct qui était 2 fois plus grand qu'elle, et ils sont en train justement de créer cette transformation. J'ai accompagné le groupe Sonfi dans la révision dans la transformation de toute leur approche managériale lorsqu'ils se sont trouvés confrontés à l'émergence de la digitalisation. J'ai accompagné l'université Disney dans la refonte des modes de management, de tout leur encadrement intermédiaire. Voilà, ça, c'est des exemples. Et comment ça se passe? Ça se passe la plupart du temps par des programmes qui sont étalés dans le temps, avec des activités en présentiel et des activités en distanciel, avec du coaching, avec la contribution de personnes. Il n'y a pas que moi qui interviens dans ces programmes, mais des personnes qui apportent des points de vue différents, des approches différentes, des spécialisations différentes pour faire travailler les gens sur, évidemment, toutes ces choses qu'on a vues là, mais aussi sur la systémie, aussi sur le travail sur les émotions, faire travailler sur une connaissance de soi-même. Et donc, en fait, c'est souvent des programmes qui sont des programmes longs parce qu'une transformation a besoin de temps. Ensuite, ça peut arriver comme dans le cas, par exemple, de ceux que j'entends de Valérie et de Julien, il y a des organisations qui ont déjà fait certains pas dans lesquels l'enjeu est bien clarifié, dans lesquels les règles du jeu ont été mises en place
et qui sont intéressés d'aller un peu plus loin, de trouver d'autres façons, comme la question qu'a posée Valérie sur mais qu'est-ce que ça veut dire le management contextuel par l'autonomie et tout ça. Et donc, en fait, ça peut être des interventions soit ponctuelles, soit une prise en charge du processus à partir d'une certaine étape pour aller un peu plus loin et faire aboutir le processus de transformation à partir de l'état où l'organisation elle est dans sa transformation stratégique. Donc, tout est fait, comme tu le disais au début, Élodie, tout est fait sur mesure, est fait sur la base de l'état réel de l'organisation et des besoins réels par rapport à l'environnement dans lequel l'organisation fonctionne, le contexte intérieur, ainsi de suite. Mais je crois qu'il y a une chose fondamentale et je n'arrêterai jamais de le dire. Une conduite de transformation, c'est d'abord un projet humain. Et pour un projet humain, quelles qu'il soit les nouvelles technologies qui nous permettent d'être à distance, là aujourd'hui, moi je suis à Rouen et vous, je ne sais pas où vous êtes, rien ne remplace des moments en présentiel, parce que les moments en présentiel permettent d'avoir des échanges, déjà de créer des cohortes, donc de créer un esprit de promo, permettent de connaître les gens sur des dimensions différentes, permettent de créer de la cohésion et des réseaux qui ne se font pas forcément quand on est à distance. Et ça permet aussi à moi d'apporter des modes de fonctionnement d'animation qui des fois sont surprenants parce que bon, j'ai ma façon d'animer, mais je crois que s'il n'y a pas de surprise, les gens ils ne pourront jamais transformer parce que la surprise, c'est l'émotion qui nous dit « Ah, je ne m'attendais pas à ça, il y a quelque chose de différent ». Et c'est au moment où il y a de la surprise que les gens ils commencent à sortir de leur zone de confort, qui souvent devient une zone de déni, et ils commencent à se poser des questions. Mais attends, je croyais que tout allait bien, mais en réalité, c'est qu'on est en train de vivre comme expérimentation me fait comprendre que peut-être il y a des choses à revoir. Et donc, je crois qu'il est vraiment important ce mix entre le présentiel, qui soit un présentiel intense, dans lequel les gens puissent passer vraiment du temps entre elles, en s'éloignant un peu de leur quotidien pour sortir la tête du guidon, et après un distanciel qui peut être sous forme de coaching, de co-développement en ligne, de plein d'autres choses. Super, merci en tout cas Alessandro pour ce partage. Et c'est vrai que c'est très vaste, hein. On a essayé de synthétiser et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on avait créé aussi cette série de 6 podcasts parce que bien évidemment il faut comprendre la genèse, la logique de stabilité dynamique, tous les niveaux à respecter entre guillemets pour aller vers cette logique-là. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus d'informations spécifiques. Je rebondis sur la question de Valérie, notamment sur le management contextuel, où il y a vraiment un épisode qui est dédié. À côté de ça, comme c'est très large, en effet, il y a plein de questions. Là, on a essayé de spécifier plus les étapes et le comment réussir un changement stable. Ça revient un peu à la même question, stable et durable. Et après se pose, c'est l'accompagnement de la transformation d'une organisation sur le long terme. Ça répond à cette question-là. Ça répond à comment développer aussi un management coopératif parce que tout s'imbrique. Tu n'as pas pu, c'est pas juste par manque de temps, c'est qu'en effet, là, cette logique-là, elle impulse une logique de coopération au sein de nos équipes. C'est de comment détecter aussi les signaux faibles. On ne l'a pas forcément abordé parce que c'est des détails bien spécifiques, mais tu parlais de gestion du stress et c'est grâce notamment à la cohérence cardiaque que on peut justement pallier à gérer plutôt le stress, comme tu l'expliquais, qui est fondamental, en tout cas cette gestion. Comment allier bien-être, performance et innovation, ça, la négociation créative. Enfin, je l'aborde parce que c'est des questions quand on analyse cette logique-là, on ne les voit pas forcément et elles sont toutes imbriquées. On y répond dans l'accompagnement que fait Alessandro. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à peut-être les exemples d'accompagnement qu'a pu réaliser Alessandro ou même par rapport alors il y en avait, voilà, on avait une autre slide.
Mais au vu du timing, je pense qu'on peut passer aux questions. Ou si tout le monde a eu les informations, en tout cas, ça a été un plaisir. Et merci à Alessandro de nous partager cette logique-là. N'hésitez pas si vous avez des questions bien plus spécifiques, parce que bien évidemment, c'est ce que je vais évoquer, hein, les transformations, alors bien qu'elles viennent de l'extérieur, chaque culture, chaque stratégie d'entreprise est différente. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions bien plus spécifiques à poser à Alessandro, à revenir vers nous. En tous les cas, vous avez les podcasts, je vous les partagerai si besoin Oui, volontiers. voilà, dans un petit mail. Voilà. Est-ce que Alessandro, tu avais peut-être… Non, mais si jamais vous êtes intéressé d'aller un peu plus loin, de comprendre comment le travail sur la neurobiologie, les émotions, la cohérence cardiaque est un facteur qui est utile pour accompagner les transformations, travailler sur comment la coopération elle est fondamentale et elle contribue à la résilience des organisations. Si vous avez des questionnements sur la réduction collective du stress, ainsi de suite, on peut tranquillement organiser un autre podcast, qu'on soit 2, 3. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger, de vous faire part de ces choses-là. Donc, c'est Élodie, tu as la main pour recueillir les besoins et avec plaisir. Hein. Entendu. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.